Je vous précède, excusez-moi. Merci. Je vous laisse découvrir cette vision. Ah, incroyable, c'est beau, c'est beau. Vous voyez la cathédrale comme on ne l'a jamais vue, je crois. Je pense, oui. Là, il n'y avait pas de 5 ans après la vision de désolation qu'on avait eue Elle est à en la avril fois 2018. réparée, réinventée, rebâtie. C'est Ouais. Oui, oui. Et je me souviens comme c'était hier hein, de la Pietà qui seule émergeait avec le plomb qui tombait encore et la croix. Il y a des tableaux, Avec par cette exemple, pierre qui ont fait blonde venir en qu'elle ne l'était avec le... Elle a retrouvé son patine. ampleur, la chair. une clarté, une luminosité. En tout cas, je trouve que à la fois l'espace ainsi redécouvert, la pierre et le mobilier que vous avez choisi, ce qu'a fait Guillaume Bardet, c'est sublime. Tu vois, Non, le vous baptistère voyez- avec l'autel. Vous voyez enfin le baptistère avec Le baptistère. la croix. C'est la traversée de la mer, la traversée du Jourdain. Enfin, c'est un signe magnifique que Guillaume Bardet a extrêmement bien interprété, oui, aussi. Vous imaginez la fierté et la joie des 2000 Ouais. compagnons artisans d'art Ouais. qui nous donnent à voir ce qu'on a sous les yeux. Et cette illustration, cette démonstration des talents et des savoir-faire qu'on a en France aujourd'hui. Les talents et les savoir-faire des métiers du patrimoine, des métiers d'art, mais aussi des métiers de l'organisation, de la coordination, Ce qu'on remercie de la tout à l'heure. logistique. Neuve. Cette ampleur. On était un peu dans un tunnel avant, Oui. avec c'était très sombre sur les côtés, et maintenant on redécouvre toute la largeur de la cathédrale. Et donc là, les chapelles après accueilleront Les tapisseries. les tapisseries du mobilier national. Hein. Donc, des tapisseries ont été prêtées Ce sont par les le chapelles mobilier. nord, Oui, qui seront là. les chapelles nord. Les tapisseries ont été prêtées par le Prêtées par mobilier, le mobilier. le mobilier Oui, national. j'en en reconnais attendant, certaines là. en attendant, et c'est très heureux. Et elles désigneront donc les chapelles seront renommées et désignent là des personnages de l'Ancien Testament. Voilà, on a Voilà. préparé cette photographie qui illustre l'état de la cathédrale juste au lendemain de l'incendie. Toute cette désolation était assez terrible. Alors ça, c'est à peu près ce que j'ai vu, moi aussi, lorsque je suis monté dans la cathédrale, dans les tribunes et plus tard sur la tour avec les pompiers, dès le 16 avril au matin. Et c'est là qu'on a pu voir l'étendue des dégâts. Alors, c'est vrai que on a eu des images spectaculaires de la flèche qui s'effondrait, de la charpente qui brûlait. On pouvait imaginer qu'à l'intérieur, tout était réduit totalement en cendres, que les voûtes étaient tombées. Et finalement, effectivement, la lumière était terrible. Ces choses-là et de la flèche qui risquait de tomber faisaient peur. Mais en réalité, les dégâts étaient certes considérables. On a perdu patrimonialement des choses importantes, mais on a perdu, comme je l'ai dit de manière un peu parfois choquante, mais une charpente, une couverture, une flèche et quelques portions de voûte. Le reste de la cathédrale était miraculeusement protégé, les grandes orgues étaient intactes, les vitraux, les roses, la statue de la Vierge. Donc il y avait de l'espoir. Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé que le délai des 5 ans, qui est une obsession de nous tous depuis le premier jour, m'a semblé jouable. Et donc on a tout de suite enchaîné les travaux de sécurisation, qui était vraiment la première étape. Il fallait que la cathédrale ne s'effondre pas, qu'on sache si elle allait tomber, pas tomber. Les voûtes pouvaient tomber à tout moment, on ne savait pas, on n'avait pas accès ni en dessous ni au-dessus. Et c'est la raison pour laquelle on a pris tout de suite des dispositions. Les 3 premières, ça a été de la sécurisation des pignons, c'est-à-dire les grands murs triangulaires qui fermaient les charpentes, dont celle du côté nord risquait de basculer à tout moment dans la rue et éventuellement même endommager les habitations qui étaient à côté. Donc on a tout de suite frété ces éléments-là. Et puis là, si on voit un petit peu la photo, les 2 piliers qui étaient là, que vous avez ici, étaient déjà rubéfiés. C'est-à-dire que tous les bois que vous avez ici, c'est la flèche, la partie supérieure qui est tombée, qui a traversé la voûte, qui est tombée ici et qu'on continue de brûler. Et en brûlant, mais les pierres se sont abîmées, rubéfiées, éclatées. Et si jamais ces 2 piliers-là s'étaient affaissés, tout le mur serait tombé, toute la voûte, mais aussi les tribunes. Ce serait un château de cartes. Le seul risque qu'on a pris dans les premières heures, les 5 ans. Oui.
Et les tests ont été faits dès les premiers jours. Très rapidement. Et donc on les a frétés. Ensuite, l'état des voûtes était incertain, mais ils avaient reçu d'abord le feu et ensuite des tonnes d'eau des pompiers. Donc il fallait protéger la cathédrale, et là on a fait mettre dans la semaine, c'est-à-dire que l'incendie a eu lieu le lundi, et le vendredi on a réussi à faire mettre une couverture provisoire avec des poutrelles transversales et longitudinales. On a tendu des bâches, et le vendredi il a plu. Donc comme quoi c'était là aussi un petit signe comme quoi les choses pouvaient se dérouler finalement comme on l'avait prévu. C'était déjà un encouragement, si on peut dire, à une semaine, vous voyez. Et puis ensuite, on a continué à les grandes étapes. On avait cette grande carcasse qu'on voit pas bien sur la photo de l'échafaudage incendié qui lui avait souffert par le basculement de la flèche, mais aussi par le feu. Et ça a été une épée de Damoclès sur ce chantier pendant à peu près 1 an et demi. Les protocoles d'accès, de démontage, d'évacuation ont été très longs. On a travaillé de nuit avec des nacelles pour vraiment aller au plus vite. Il fallait faire attention aussi aux conditions climatiques qui nous ont parfois retardés. Je ne parle pas de la pandémie aussi du Covid et le confinement qui est venu à ce moment-là. Donc on a été un petit peu perturbés, mais on n'a jamais perdu l'espoir. On a toujours réussi à rattraper les choses. Puis ensuite, on a mis les arcs-boutants sur cintre pour éviter que si les voûtes tombaient, qu'elles continuent à pousser et donc que les murs tombent. Et puis enfin, ça c'est vraiment les grosses étapes. On a fini par monter les échafaudages à l'intérieur de la nef. C'est devenu une cathédrale de fer. Et on a pu mettre les voûtes sur cintre. Et à ce moment-là, la cathédrale était totalement sécurisée. Et c'est ainsi qu'on a pu ensuite poursuivre le chantier avec la reconstruction des voûtes que vous voyez là. C'est quelque chose qu'on a dû faire dans le courant 2023-24. On a terminé. Non, c'est fin 22. C'est fin 22. Hein. C'est avril 23 entre les 2 clés de voûte qui sont là. Et puis la grande voûte de la croisée, c'est en 2 temps. Début 23 et printemps 24. Oui, printemps 24, en avril. En avril-mai 24. Il y avait la pierre. Oui, on était montés voir la pierre. Avec il y a une continuité. Voilà. Il y a une indiscernabilité. Tous les stigmates de l'incendie, c'était le parti. Vous avez laissé quelques cicatrices. Plus de stigmates. Il y a juste une petite cicatrice qui est à l'intérieur, dans la main du Christ. Voilà. Nous allons rencontrer justement Merci. L'entreprise des maçons tailleurs de pierre qui ont refait les voûtes. Alors, l'un des grands défis de ce chantier. Henri de Rivier. Bonjour Monsieur le Président. Contez-nous. Nous sommes arrivés ici début 2021, donc près de 2 ans après l'incendie. Et voilà, nous avons découvert effectivement cette croisée qui s'était effondrée à la suite de l'effondrement de la flèche. La première opération pour laquelle nous sommes arrivés a consisté à sécuriser en fait les pieds de gerbe ici, puisqu'il y avait encore un certain nombre d'éléments qui étaient instables et qui menaçaient de s'effondrer dans la nef, à la croisée. Donc il a fallu sécuriser ça avec l'aide des cordistes. Donc on a travaillé dans des conditions un peu particulières. Ce balai incroyable. C'était formidable. Qui nous a donc permis de sécuriser cela et de donc permettre aux autres corps d'État de pouvoir travailler depuis l'intérieur de l'édifice. Ensuite, il a fallu faire tout un tas de relevés. Et avec ces relevés, nous avons pu redessiner et réinterpréter l'ensemble des voûtes, des arcs. Et puis petit à petit, nous avons travaillé sur différents jalons. D'abord la reconstruction de la voûte du transept nord. J'entendais que vous l'évoquiez tout à l'heure. Et puis ensuite, nous avons remonté les 4 arcs avec l'oculus, que vous voyez là-haut, qui a été taillé en atelier, puis monté à blanc à l'atelier, puis ensuite acheminé jusqu'ici. L'atelier est où? À Gennevilliers. L'entreprise Lefebvre est basée à Gennevilliers. Nous avons un atelier de taille de pierre sur place avec des compagnons qui œuvrent. Et vous avez combien de compagnons au total? On est 80 dans l'agence, ce qui nous permet d'avoir des compagnons qui soient à la fois à l'atelier, sur place, et puis sur les chantiers. Nous faisons tout en propre. Nous achetons la pierre directement en carrière. Donc les pierres ici qui ont été retenues pour reconstruire la construction, c'est une pierre qui vient de l'Aisne et de l'Oise, pierre calcaire. Il y a tout un tas de recherches qui ont été faites et je vous ai apporté des outils, des ciseaux du tailleur de pierre, puisqu'en fait nous avons observé les traces de layage sur la pierre d'origine. Le layage, c'est l'aspect de finition de la pierre et nous avons fait forger des outils avec un nombre de dents et une dimension particulière pour retrouver le layage de la pierre et ainsi pouvoir... qui est un layage qu'on n'a pas sur d'autres pierres. Enfin, c'est une signature quasiment. C'est une signature quasiment, effectivement. C'est un aspect de taille, un aspect de finition. Et donc vous avez fait les outils pour Notre-Dame? Les outils ont été créés pour Notre-Dame, tout à fait. Adaptés. Un souci de respect du monument, d'authenticité dans les modes opératoires.
qu'on retrouvera tout à l'heure dans les charpentes. Voilà. Et il y a l'alliance de ces traditions au plus près des gestes ancestraux et de techniques du XXIe siècle, Tout à fait, tout à fait. l'utilisation de modèles numériques, notamment, Tout à fait, pour tout à fait. situer toutes ces voûtes. Hein. Tout à fait. Et donc nous avons eu le bonheur de recevoir au début le général Jean-Louis Georgelin. J'ai un très bon souvenir avec lui à l'atelier, qui est venu découvrir ces métiers, découvrir nos hommes et nos femmes. Et voilà. On est allé voir à Gennevilliers, il y a 2 ans, ces anges qui étaient sculptés, Tout à fait. qui étaient à l'atelier, Tout à fait. et avant qu'on les amène ici. Et on a eu cette entreprise nous a fait un travail extraordinaire et a déployé en avril-mai 24, à un moment où c'était un enjeu essentiel du calendrier, je me souviens. des moyens. Vous avez réuni plusieurs agences. On a réuni plusieurs agences, effectivement. On a fait un appel à volontaires dans nos différentes agences de province. Donc il y a des compagnons qui sont venus de Bretagne, de Normandie, de Centre-Val de Loire. Pour venir prêter main forte. Et arriver à relever ce défi que vous aviez fixé de l'objectif. Et en presque un mois, les 4 voûtins que vous voyez qui entourent l'Oculus doré ont été montés, ce qui est à peine croyable. À Henri et à l'ensemble des compagnons, c'est toutes les équipes qui se sont mobilisées et qui sont là, vous allez les voir. On les rencontrera tout à l'heure. Très chaleureuse et accueillante. Hein. Oui. C'est-à-dire elle remplit vraiment son office. Le Christ est accueillant à tous. Le bateau du m'a dit qu'il avait travaillé sur. Nous allons nous rapprocher Elle est revenue. Elle est revenue. Elle est revenue le 15 novembre dernier. Dans un très beau, avec un très beau pèlerinage de plusieurs milliers de personnes, probablement 6 000 au moins. Voilà. Alors, comme le montre cette image, cette statue, comme Notre-Dame de Paris, est une miraculée. Oui. Parce que quand la voûte de la croisée du transept s'est effondrée dans la nuit de l'incendie, la statue aurait dû être pulvérisée. C'est vraiment passé au ras de la statue. Et on a eu cette image incroyable de cette statue toute blanche qui émergeait de ces poutres calcinées. Et alors quand on la retrouve ici, je l'ai eue à côté de moi à Saint-Germain-des-Prés, de l'Auxerrois pendant 2 ans et demi. Elle était à côté, elle était un peu basse. Et voilà. Et alors je la retrouve ici, sur son piédestal. Il y a eu des milliers de pèlerins qui sont venus avec nous, qui ont chanté et prié. Et moi, je leur ai dit, cette procession fait écho à la prière qu'il y a eu sur les berges de la Seine le 15 avril 19, qui était si forte et si étonnante en toutes les langues, et peut-être aussi en plusieurs religions. Des gens qui se sont exprimés en disant ça ne peut pas s'en aller. J'ai tenu, moi, personnellement, à ce que l'ambon, pour la proclamation de la parole de Dieu, soit juste en dessous d'elle. Voilà. Elle est la première à écouter la parole de Dieu. Et donc, elle nous regarde et elle nous invite aussi à le faire. Voilà. Et comme cette statue, l'essentiel du grand mobilier d'art de la cathédrale a échappé à l'incendie. Parce que là où les voûtes ont tenu, c'est justement là où, notamment dans le chœur, que nous verrons tout à l'heure, et là où les voûtes se sont effondrées, il y avait heureusement pas l'essentiel du mobilier patrimonial de la cathédrale, dont cette statue qui a survécu. Les vitres certains ont été déposés et restaurés, ceux des baies hautes, et les lustres ont été restaurés et nettoyés, les lustres de Viollet-le-Duc. Mais tout le reste de l'éclairage est le travail d'une des entreprises du diocèse que nous rencontrerons tout à l'heure, un sculpteur de lumière. C'est un grand moment, oui, enfin, on le voit et dans toute sa splendeur. C'est 2 ans d'aventure qu'on peut enfin dévoiler. C'était une commande très forte et très particulière, une commande de faire un objet contemporain, dans un lieu aussi magique, aussi fort, aussi puissant. Il fallait embrasser les temporalités. Il y a eu 6 mois de travail seul dans l'atelier, très fort, toute la période du concours, pour ajuster, pour que ces pièces existent ensemble, pour que le baptistère et l'autel, l'ambon, la cathèdre forment une famille. Et là, en fait, vous me posez même la croix derrière. Mais oui, 89. la croix est posée sur l'autel. Elle est incroyable. Oui. Là, je découvre là, c'est que l'autel s'impose, mais n'écrase pas. N'écrase pas, oui. C'était ça, c'était de trouver le bon volume pour avoir une vraie présence et que ça ne crie pas. Donc il y avait aussi cette histoire de matière, parce qu'on est dans cette minéralité retrouvée absolument incroyable.
Et évidemment, il y avait une histoire d'immuable là pour les matériaux. Donc on avait soit la pierre, soit autre chose, mais utiliser la pierre, les pièces auraient été absorbées par l'architecture. Et donc juste en décalant et en utilisant le bronze, d'un seul coup, les pièces existent, elles sont là, paisibles, et on n'a pas besoin d'augmenter le volume, et elles peuvent être là. Alors après, il y a eu évidemment tous ces jeux de formes, et pour créer, il faut retrouver de la légèreté. C'est la voûte inversée. C'est les voûtes inversées. Voilà. Bien sûr, c'est les voûtes inversées, mais c'est aussi un bol, c'est aussi une élévation vers le ciel. Et alors en même temps, on a la puissance, parce qu'il fait quand même 800 kilos. C'est du bronze. Et puis tout ça tient sur rien. Alors il est très solidement fixé au sol, mais voilà. Donc c'est tout ce jeu pour que ces pièces existent évidemment pendant la liturgie, soient présentes, mais aussi en dehors de la liturgie, que les visiteurs, qui soient évidemment croyants et catholiques, retrouvent immédiatement ce pourquoi ces pièces sont là, mais aussi les visiteurs qui ne sont pas forcément croyants et même qui n'aient pas de religion, comprennent qu'on est en train de parler de sacré. Et c'était aussi tout ce jeu avec lequel il fallait travailler et trouver les solutions. C'est ce qui m'a frappé tout de suite quand j'ai vu vos projets, vos maquettes, ce que vous nous avez montré au début. D'abord, c'est le volume et cette force qui a l'air de venir de la terre, mais qui en fait vient du ciel. Parce que mais on le retrouve le même mouvement dans l'ambon, comme on le retrouvait dans le baptistère, et c'est très frappant cette alliance de la terre et du ciel qui est vraiment que ça sort de la terre, mais ça vient du ciel, c'est comme posé. Et alors en plus, il y a quelques jours, je l'ai vu descendre du palan. J'avais le sentiment que cet hôtel venait du ciel. La deuxième chose qui m'avait frappé, c'était ce dialogue avec la pierre. Ça, c'est manifeste. C'est parce que on ne pouvait pas avoir un hôtel couleur pierre. Enfin, oui, vous n'avez pas voulu malgré tout que ce soit de la pierre partout. Oui, tabernacle tout à l'heure. Enfin, une vraie famille entre les cinq pièces du mobilier. Hein, voilà. Et peut-être aussi avec d'autres éléments, parce que Guillaume fait partie de ce que nous appelons l'atelier Notre-Dame, avec tous les artisans, tous les artistes qui ont travaillé pour la cathédrale. On ne voit pas les chaises là, mais les chaises jouent aussi avec les éléments du mobilier liturgique, mais aussi celui qui a construit le reliquaire, tous ceux qui ont travaillé à la mise en lumière de la cathédrale. Tout ça, c'est un partie d'un tout. Et je trouve que c'est important. Alors je découvre aujourd'hui la présence par rapport à la teinte du bois des stalles. C'est beau. Oui, alors, ce dialogue, c'est un autre dialogue auquel je n'avais pas pensé. La couleur de la patine varie avec la lumière, avec l'humidité dans l'air. Donc ça varie énormément. Vous l'avez travaillé comment à l'extérieur? Parce qu'il est brossé. Alors c'est vraiment les empreintes de mes mains. J'ai vraiment mes outils. Moi, j'avais vraiment envie que chaque millimètre carré soit empreint d'humanité et qu'on sente que l'humain est derrière, que c'est pas des objets faits par des machines, et c'est la réalité. Moi, je les ai sculptés dans mon atelier dans la Drôme. J'ai eu à Diolfi, petite île de la Drôme. Voilà, et donc j'ai sculpté pendant l'été 2000. J'avais quelques points d'avance grâce à ça. Et j'avais sculpté pendant l'été 2023. Donc moi je sculpte avec de la cire et les outils, donc il y avait toute cette forme. Et ensuite il y a tout le travail de fonderie. Donc là c'est 1 an de boulot pour le faire. Donc l'hôtel est sorti en 5 morceaux. Ensuite c'était rassemblé juste sur l'hôtel, il y a à peu près 800 heures de travail d'humains. Voilà, des humains qui ont travaillé pour ressouder, refaire la texture, ma texture, donc ça s'appelle la ciselure. Et puis ensuite enfin le moment le plus fort, c'est la patine, parce que c'est la peau. Donc on travaille avec des chalumeaux et des oxydes pour trouver la bonne couleur, la bonne intensité. Alors il fallait un peu se projeter, parce que moi j'étais dans les ateliers, on essayait de le faire ici, mais il y avait encore on ramenait des petits échantillons. Enfin, les petits échantillons font 30 kilos rapidement, pour voir si ça matchait avec la lumière, avec la pierre. Et puis voilà, donc ça, si on prend par exemple le couvercle du tabernacle, vous voyez, qui est en bronze aussi, polymiroir, qui est donc la surface de l'eau d'où émerge la croix du baptême. C'est en bronze, polymiroir. Et donc c'est poli. Et juste ce couvercle, il y a eu à peu près 200-300 heures de boulot. Parce qu'à chaque fois qu'on avance pour polir, il y a des petits trous. Il faut qu'il les rebouche et recommence. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce couvercle était une contrainte. Il fallait mettre un couvercle, parce qu'il y a 15 millions de visiteurs. Sans couvercle, on risquait d'avoir des pièces, des choses comme ça. Et il fallait parler du baptême. Et donc moi, finalement, cette contrainte, je l'ai inversée en me disant, ce couvercle va devenir une surface d'eau.
d'eau émerge après du baptême, une surface d'eau d'or. Voilà. Et quand on enlève le couvercle, la cuve est en or, et donc l'eau du baptême sera une eau en or. Voilà. Après le défi des voûtes, après la beauté et la force de l'objet liturgique, le défi des charpentes. Allez, Alors, très bien, les charpentes. elle est magnifiée, transfigurée par un ensemble de travaux qui l'ont mise en valeur dans toutes ses parties et toutes ses composantes. Ici dans la forêt, entièrement reconstituée, un des chefs-d'œuvre de cette restauration. On voit les petits... On va vous parler de la trame des haches sur le bois. Messieurs. Bonjour Monsieur le Président. Jean-Louis Bidet, charpentier. Merci d'être là et surtout d'avoir tant œuvré. Comment allez-vous? Monsieur le Président, très bien. Vous allez bien? Très heureux, très honoré. Heureux de vous retrouver. Très ému de pouvoir vous accueillir ici. Madame. Rémi Fromont, l'architecte en chef des monuments historiques, qui a été en charge de cette charpente et qui en plus a une histoire personnelle avec cette charpente dont il va nous dire quelques mots. Vous aviez travaillé avant dessus? Exactement, je suis très ému aujourd'hui parce que je retrouve les sensations dans cette charpente que j'avais eues il y a 10 ans, quand j'avais fait les relevés avec Cédric Tranceau de l'ensemble des charpentes médiévales de la cathédrale. C'était un travail de recherche? Un travail qu'on avait fait dans le cadre de l'école de Chaillot, qui est une école de spécialisation qu'on fait après le diplôme d'architecte. Ça dure 2 ans, c'est une formation qui est assez complète. Et on avait proposé de faire les relevés de ces charpentes dans le cadre de l'école de Chaillot, parce qu'à cette époque, n'existait pas de relevé exhaustif complet des charpentes de la cathédrale. Donc vous aviez les plans? Et donc on a dessiné à la main l'ensemble des charpentes gothiques de la cathédrale. Et c'est grâce à ce document qu'on a pu restituer les charpentes à l'identique. Un clin d'œil de la Providence, quelques années avant l'incendie. Et donc vous avez des cahiers entiers? Donc alors c'est pas tant que ça, c'est des feuillets format A3, c'est grand comme ça à peu près, il y a une trentaine de pages, quarantaine de pages, et c'est ça qui décrit, ça suffit en fait à décrire toutes ces charpentes qu'on a dessinées pendant 1 an à peu près, c'est 1 an de travail, une journée par semaine. Alors, des jours comme aujourd'hui, il fait très froid, des jours l'été où il fait très chaud, et comme ça, et c'est une forêt véritable là. C'est une véritable forêt, exactement. Et là, on sent à la fois le bois, la nature. Hein, on a besoin de la forêt pour obtenir ces bois. On discutait tout à l'heure avec Jean-Louis, c'est qu'au départ, tout part d'un simple gland, d'une petite graine. Ça donne un chêne immense qui permet d'obtenir ces charpentes. Et si on n'a pas le savoir-faire des forestiers, hein, il faut, pour la flèche par exemple, il faut 13 générations de forestiers pour obtenir les bois dont on a besoin pour Notre-Dame de Paris. Si on n'a pas le savoir-faire des forestiers, des charpentiers, des taillandiers, on ne peut pas restaurer cette charpente. Voilà, donc la connaissance que les architectes en ont, par les relevés, est complémentaire de tous ces savoir-faire. Voilà, et donc aujourd'hui, on a une charpente qui est, on estime nous qu'elle est authentique, puisque c'est la charpente du XIIIe siècle, reconstruite avec les mêmes méthodes, avec les mêmes outils, et Jean-Louis va vous en parler, et on a exactement les mêmes formes, les mêmes techniques. Et on a combien de pièces de bois? On a à peu près 2000 pièces de bois à peu près dans la charpente, à peu près 1000 chênes, à peu près 2000 pièces de bois. Voilà. Il a fallu choisir les chênes un par un pour ces grandes pièces de bois qui sont d'un seul tenant. Ils viennent de la France entière. Ils viennent de la France entière. On a eu beaucoup de donateurs qui nous ont donné des chênes. C'est une signature, ça? Alors, ce sont des marques d'établissement des pièces de charpente. On appelle ça la plumette des vers. Dans le lexique des charpentiers, il y a des noms en nombre, le franc, le contre-marque, qui permet d'identifier chaque pièce. Aucune n'est interchangeable avec une autre. Donc chaque pièce est unique. Chaque pièce est faite dans un arbre. Un arbre produit une seule pièce dans sa section. Vous avez le cœur de l'arbre que vous retrouvez dans le cœur de la pièce de charpente. Vous avez une marque ici sous les yeux, c'est un établissement. Vous avez d'autres marques qui sont gravées et qui resteront pendant toute la vie de la charpente, en fait. Donc, et alors vous avez travaillé de quand à quand? De l'automne, il y a 2 ans, à récolter les arbres, à l'issue des plans et de toutes les études qui ont pu être menées, les études qui permettent, à travers l'intervention des bureaux d'études, de confirmer la tenue de l'ouvrage, qui a vécu plus de 800 ans, mais telle qu'elle a été reconstruite en bois vert aujourd'hui, telle qu'elle sera plus tard au fil de son séchage, comment est-ce qu'elle va se comporter, tout fonctionne bien. Quelques petits ajustements très discrets qui ont été faits, mais sur les assemblages en bois. Cette charpente est assemblée essentiellement avec des assemblages bois sur bois et fixés avec des chevilles. Et notamment, vous avez une cheville comme ça. Il y en a 3000 dans la charpente. Comme celle qui sort d'un juste haut, ici. Ces 3000 chevilles, en fait, elles sont faites à la main par... en l'occurrence, c'est un charpentier qui a passé 4 mois avec des pièces de chêne qui est le même chêne que la charpente que vous avez sous les yeux, une à une, pour avoir un diamètre et correspondance pour assembler. Ici, c'est un tournant dans une mortaille, vous avez la même chose. Avant tout ça, en fait, ces arbres, la charpente commence le gland bien avant, mais l'arbre récolté il y a
2 ans, un peu plus de 1000 arbres, en fait 1300 arbres. Et chaque arbre a été transformé en pièce de charpente avec cet outil qui a parcouru les siècles, qui est donc la hache, que vous connaissez. Nous étions allés il y a quelques temps, Jean-Louis Georgelin lui offrait une hache qui nous avait conduit vers vous avec ce même outil. Aussi. Vous l'avez aussi. Donc en fait, alors, ce étui protège, parce qu'un charpentier protège son outil. Donc la hache, c'est un étui en cuir, et qui a permis en fait d'avoir les traces que vous voyez sur les pièces de bois, qui ont ces traces en fait produites par l'outil, mais d'abord un savoir-faire qui a parcouru le temps et qui a été transmis, conservé et de nouveau redéveloppé quelque part, parce que Notre-Dame a rendu visible en fait le métier de charpentier qui est bien présent dans notre société. Sur le patrimoine encore plus aujourd'hui, en fait, rendre visible ce qu'il n'était pas forcément et en nombre. Beaucoup de jeunes charpentiers se sont investis dans nos équipes, en Anjou, en Normandie, pour les charpentes médiévales. Et aujourd'hui, certains ont ce savoir-faire, vont l'entretenir, le faire perdurer. Alors, des chantiers suivront, espérons-le, pour en fait, mettre en action tout ça. Et nous en avons besoin pour l'exercice de nos métiers, la transmission des savoir-faire. Et c'est un élément clé parce que s'investir dans un métier, charpentier notamment, c'est donner un sens à sa vie et qui nous conduit un jour peut-être, en l'occurrence, refaire les charpentes médiévales de la cathédrale. Il faut combien de temps pour former un bon charpentier, avoir le geste, savoir faire ça? Une vie en fait. Parce que le tout début, les prémices, on hésite, pas à pas, après on tâtonne un peu, on est accompagné, on se forme, on s'investit, on travaille, beaucoup de travail, on peut développer des facultés. Mais il faut beaucoup d'investissement personnel, le partager, écouter, et puis transmettre, parce que les générations suivantes auront aussi. Donc 5 ans, 7 ans pour être à l'aise au départ, et puis après au fil des chantiers, des rencontres entre les architectes, des savoirs partagés. Le patrimoine est tellement divers et riche à travers les siècles. Notre-Dame ici a permis en fait cette charpente médiévale. Les relevés, en fait, on a reproduit les mêmes techniques. On a les mêmes pièces de bois dans l'aspect rendu, mais on a surtout la même exécution des travaux. C'est-à-dire tailler les assemblages avec des outils qui existaient à l'époque, quelques nouveaux aujourd'hui, mais l'aspect visible, en tout cas, c'est la même chose. En fait, c'est un savoir-faire et on dit quelquefois, Rémi, dans l'échange, elles sont humaines, ces charpentes. Parce qu'en fait, nos charpentiers, le dernier jeune charpentier qui a posé le bouquet au sommet de le 12 janvier, là-haut, il fait partie de ceux qui ont choisi les arbres en forêt il y a 2 ans. C'était un très beau moment du chantier, le bouquet des charpentiers. Il y a eu un bouquet du charpentier pour cette charpente du cœur, un autre pour la nef. Des images qu'on a vues. Ouais. Toute la cathédrale en fait porte la main de l'homme, c'est ça qui est très beau. Et on le voit notamment dans les traces d'outils. Et on a beaucoup tenu à conserver les carressages manuels pour qu'on voit aussi justement la trace de la main de l'homme. Densité humaine. Mais aussi pour des raisons, exactement, mais aussi pour des raisons techniques. En fait, la charpente au XIIIe, elle est produite dans un contexte très particulier. Et la meilleure garantie pour qu'elle sèche et qu'elle se comporte le mieux dans le temps très long, c'est justement qu'on les caresse à la main. Donc c'est pour ça aussi que les charpentes portent la main la trace de l'outil. C'est pas juste parce que c'est magnifique, parce que aussi on voit la trace de travail des compagnons, mais aussi parce que techniquement c'est ce qu'il y a de mieux pour ces charpentes. Et c'est ça qui forme un tout qui est absolument indissociable. Et Jean-Louis disait tout à l'heure que voilà, il faut une vie pour se former. En fait, on apprend tous les jours au contact les uns des autres. Et la cathédrale, en fait, pour moi, c'est ça. C'est une cathédrale de savoir et de rencontres humaines. Sans ça, en fait, il n'y a pas de cathédrale. Et je trouve que moi, c'est ça qui m'émeut le plus, en fait, dans les chantiers comme celui-ci, et Notre-Dame en particulier, c'est qu'on a un élan qu'on a tous constaté sur ce chantier, que les compagnons... À chaque fois. Ah oui, c'est extraordinaire. Le sourire des compagnons, à chaque fois qu'on est là à l'atelier, c'est des conditions difficiles de travail. Vous nous avez imposé un délai qui était le bon délai, on s'en rend compte aujourd'hui, pour reconstruire cette cathédrale. On n'a pas sacrifié la qualité. Et malgré les délais, malgré la pression, on a fait un travail, je pense, de très très haute qualité. Et les charpentiers, pour tous ceux que j'ai pu voir, à chaque fois qu'on les a vus, ils avaient le sourire. Ça, c'est extraordinaire. Parce qu'il y avait, je pense, la certitude de faire les choses bien. Combien de compagnons avez-vous formés ? Ici, alors sur notre propre métier, vous pouvez compter une trentaine de personnes. Voilà. Sur un effectif global qui a pu intervenir sur ces charpentes de peut-être 50, 60. Enfin, des formations régulières et qui vont poursuivre. Appris le métier en disant j'ai appris sur Notre-Dame. Ouais. Une opportunité extraordinaire. Oui.
Moi, ce qui m'impressionne, c'est chacune de ces pièces là qu'on voit. Ouais. Avec les clés, oui. C'est incroyable. C'est des grosses clavettes, ça c'est le système gothique, c'est ce que disait Jean-Louis, c'est que vous n'avez pas de métal dans ces charpentes, il n'y a que du bois. C'est bois sur bois. Voilà. On a du mal à imaginer très bien. qu'il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait rien ici. Rien. Les voûtes nues. Donc 2000 pièces. Et aujourd'hui, on redécouvre la cathédrale dans son silence. C'est ce que l'on disait à l'instant. C'est sûrement les premiers jours où il n'y a pas un bruit de travail. En fait, on est à la fin d'un cycle de travaux. Et la charpente, la cathédrale a de nouveau retrouvé sa charpente. Et de manière, on va dire, apaisée. Et on la voit et on revoit en fait tout le chemin parcouru dans nos ateliers et ici. Là, on est au-dessus du chœur. On est au-dessus du chœur, oui. D'accord. Et on voit le moutonnement des voûtes, de l'extrado des voûtes, juste au-dessus desquelles on se trouve. Impressionnant. Et cette passion, cet engagement, cette passion pour le matériau, cette passion pour le savoir-faire, on la retrouve particulièrement chez les charpentiers, mais dans tous les corps de métier. Une bonne vingtaine de corps de métier qui sont intervenus sur cette cathédrale. Et à la fois dans l'engagement individuel, mais dans le sentiment collectif, on a trouvé cette unité, cette fierté, cette passion. Et des gens heureux de faire ce qu'ils font. Je confirme, l'ayant beaucoup investi les uns les autres, nous sommes beaucoup investis, et c'est un élément clé qui ressort. Le mot passion, c'est un élément clé qui ressort. Cette réussite, elle est le fruit de cette passion. Alors nous allons maintenant aller au pied de la flèche. Ah. La flèche, autre grand exploit. Et cette charpente en bois nous a posé le défi de la protection incendie de cette cathédrale, dans lequel nous avons beaucoup investi. Donc on a repensé entièrement un système cohérent et complet de protection incendie qui comprend notamment dans cette charpente un dispositif de brumisation, attention en bas, qui diffuse un brouillard d'eau sur détection automatique de fumée dans ce grand comble ou de chaleur. Nous arrivons maintenant à la base de la flèche. La flèche, chacun a en tête son écroulement, son effondrement pendant l'incendie. Au pied de la flèche, derrière le poinçon, Philippe Jost admire. Cette flèche est tout un symbole, c'est l'esprit de Notre-Dame. C'est la rencontre de 2000 pièces de charpente, presque autant que les artisans qui se sont rencontrés sur ce chantier. C'est l'esprit de Notre-Dame, parce que c'est aussi la générosité des donateurs, puisque l'ensemble de ces bois ont été offerts par les particuliers, les collectivités ou les entreprises qui ont participé. Madame, merci. On est au pied de la flèche. Tiens, mets-toi là, je t'en prie. Hop. Et la rencontre de ces bois, elle est marquée par un plomb à piquer. C'est l'outil que l'on utilise et que l'on a personnalisé pour ce chantier. L'ensemble des charpentiers qui ont travaillé sur cette œuvre ont eu le plaisir de travailler avec cet objet qui est symboliquement marqué du tabouret. Donc le tabouret, c'est le socle, la base de la flèche. Sur lequel on a posé la flèche, en fait. Exactement. Puisqu'elle n'est que posée. Voilà, c'est la rencontre de ces grandes diagonales qui reposent sur 4 angles. Tout comme la construction de cette charpente a reposé sur l'association de 4 entreprises qui habituellement sont des entreprises concurrentes, qui travaillent aux 4 coins de la France. Et là, pour ce défi, pour ce challenge, on a uni nos savoir-faire, on a fait fi de nos divergences, de nos petites rivalités, et on a mis toute la passion, toute l'énergie, tout le cœur qu'on avait pour essayer de magnifier cet ouvrage. Oh, ça me touche beaucoup. Et ça, c'est comme ça qu'on a... Alors, il sert à marquer les rencontres des pièces de charpente pour justement effectuer le tracé des assemblages. Il est aussi symbole de la verticalité, comme la verticalité de la flèche. Il y a beaucoup de symbolique dans cet objet. La flèche, il y a 1 an, on terminait la charpente, on posait la croix, quasiment il y a 1 an, jour pour jour. C'est dire le défi qui s'avançait devant nous encore. En 1 an, il fallait la parer de plomb, de ses ornements, déposer l'emmaillotage d'échafaudage qui la couvrait, puis laisser la main à nos collègues tailleurs de pierre pour reconstruire la voûte que vous avez vu précédemment, les décors, puis démonter les échafaudages, enfin bref. Si on est là aujourd'hui, à l'aube de la réouverture, c'est qu'il y a des centaines d'artisans, chacun dans leur corps de métier, avec leur passion, avec leur énergie, qui auront réalisé un exploit.
Mais cet exploit seul, il n'aurait pu suffire à rouvrir la cathédrale dans les temps s'il n'y avait pas eu des chefs d'orchestre, des gens qui travaillent dans l'ombre, des dessinateurs, des logisticiens, des ingénieurs, la maîtrise d'œuvre, bien évidemment, pour orchestrer tout ça avec Philippe Villeneuve à la tête, et l'établissement public. L'établissement public créé également de personnes qui ne se connaissaient pour très peu avant l'incendie et qui ont su, derrière le général, puis derrière Philippe Jost, mener avec une dynamique certaine ce chantier. Mais encore une fois, l'exploit, il ne peut exister que s'il y a un challenge qui est donné. Et le challenge, c'est vous qui l'avez donné. Et on s'est tous battus pour redorer l'image de la France, la fierté et la passion des savoir-faire de la restauration du patrimoine. Et c'est une fierté immense pour nous tous de voir ça. C'est combien de collaborateurs, de compagnons qui... C'est, alors, sur l'ensemble des métiers, c'est énormément, mais quelques chiffres, c'est 20 000 heures d'études de conception de cette charpente, c'est 100 000 heures de taille dans les ateliers, parce qu'on a tous travaillé dans un atelier commun, dans nos ateliers en Lorraine, à Briey, et c'est 40 000 heures de pause pour la charpente. Voilà, et derrière, c'est vrai qu'il y a le sacrifice, l'énergie des compagnons, mais il y a également toute leur famille autour, parce que nos métiers de passion, on ne les fait pas si on n'est pas soutenu. Oui, puis vous partez longtemps, voilà, c'est ça. Donc ça demande des sacrifices, il faut être soutenu, et forcément on pense également aux compagnes et aux compagnons de l'ensemble des intervenants. On est vraiment dans le lieu névralgique de la maîtrise de ce chantier, de ce calendrier, avec cette colonne vertébrale, la flèche au-dessus de nos têtes, qui culmine à 96 mètres, la voûte de la croisée avec l'oculus et la Vierge sur son décor peint, qui est juste sous cette poutre. Et l'autel qu'on a vu tout à l'heure en bronze, qui est à la croisée du transept. Une planification millimétrée et qui a été tenue avec même quelques semaines d'avance. Et on a su, au printemps dernier, que là, vraiment, on était bon. Que là, ça allait. Ouais. Et donc, on a eu des entreprises extraordinaires de tous côtés, dans toutes les composantes du chantier, mais notamment dans ce point clé. Hein. Vraiment, on a tenu bon. Et la fatigue, la lassitude, qui ont été sensibles parfois, ont toujours été vaincus par l'engagement, l'unité, l'esprit d'équipe, la fierté, la volonté de réussir ensemble. Donc, derrière le drame qu'il y a eu à travers l'incendie, ça a été la chance, si je puis dire, de génération de reformer des jeunes, de retrouver des gestes. Et ça, c'est à nous maintenant, à travers le plan cathédral, ce qu'on fait pour le petit patrimoine religieux, mais au-delà de ça, pour vraiment tout le travail qu'il y a sur le patrimoine, de vous donner de la visibilité. Les métiers d'art, les charpentiers, les menuisiers, les maîtres verriers. On a voulu tout au long de ces années, en informant sur le chantier, faire connaître et mettre en valeur ces savoir-faire pour donner envie aux jeunes de se diriger vers ces métiers. Et ça a été aussi l'occasion de redécouvrir l'existence de cette base de compétences, qui est une fierté pour la France, et qu'on n'aurait pas pu restaurer cette cathédrale en 5 ans si on n'avait pas trouvé ces compétences prêtes à l'emploi. Mais il faut les conserver et les transmettre aux générations futures. Les jeunes et les moins jeunes, puisqu'on a aussi beaucoup de reconversions. La mise en lumière de ces métiers sur ce chantier permet aussi d'avoir des gens qui font des vraies reconversions et qui se disent voilà, je vais changer de métier, je vais quitter mon bureau et je vais essayer de donner un peu de sens et toucher de la matière. Un sens, ouais. Voilà. C'est essentiel et ça, c'est vrai qu'on a beaucoup de parcours comme ça qui nous ont rejoints et qui sont très porteurs pour l'avenir. Nous arrivons à un chef-d'œuvre de la cathédrale, la clôture de chœur, qui est une œuvre du début du XIVe siècle, polychrome, et qui a été entièrement nettoyée et restaurée. Et Maude Pouliot, bonjour madame, va nous expliquer tout cela. Bienvenue au sein de la clôture du chœur. Donc, comme vous pouvez le voir dans son registre supérieur, il s'agit d'un ensemble de sculptures en pierre peintes qui se détachent d'un fond doré à la feuille. Et donc là, nous sommes au nord de la clôture. Oui. C'est le plus ancien. Donc là, on est au XIIIe siècle. Oui, donc la réalisation de la clôture a débuté en 1300 et il a fallu 18 ans pour réaliser ce côté de la clôture. Et ensuite, la clôture sud a été réalisée. Et elle n'a jamais été modifiée ensuite? Il y a eu des modifications, oui. Viollet-le-Duc l'a modifiée ou pas? Les décors peints datent, effectivement, ont été repris sous Viollet-le-Duc, mais la structure en pierre médiévale date de 1300. Et donc là, vous avez devant vous 14 scènes
qui représentent des scènes de la vie du Christ, de la Visitation jusqu'au Jardin des Oliviers. Vous avez devant vous la Seine, l'entrée à Jérusalem, les noces de Cana, le baptême, je ne vais pas tous les citer, mais donc on en a 14. Et le registre inférieur, lui, est beaucoup plus simple. Donc vous voyez des arcatures qui structurent l'ensemble, avec des bas-reliefs sculptés. Et ça, c'est complètement Viollet-le-Duc, ça, non? La structure est médiévale. Mais après... Mais les peintures, effectivement, ont été restaurées sous Viollet-le-Duc. Là, on reconnaît un peu cet esprit gothique, si je puis dire. Et entre chaque arcature, vous voyez des inscriptions peintes qui font état des différents archevêques qui se sont succédés au siège de Paris au fil du temps. Et donc nous, notre travail a consisté donc en la restauration de la clôture du chœur. Et j'avais envie de vous partager 3 étapes qui ont été assez marquantes dans cette restauration. Là, vous pouvez vous rendre compte de l'état avant intervention de la clôture, donc c'est les noces de Cana, juste ici. Donc la clôture était dans un état d'empoussièrement et d'encrassement très avancé. On avait perdu complètement cette gamme chromatique, cette finesse dans la palette. Et donc le nettoyage a été assez spectaculaire. On a pu retrouver une homogénéité dans le décor, une harmonie surtout dans l'ensemble. Et une autre étape clé, je dirais même que c'était une intervention dite d'urgence, c'est ce qu'on appelle le refixage ou la consolidation. Il faut s'imaginer que toutes les auréoles de la clôture étaient dans un état de soulèvement très avancé, d'instabilité, avec une potentielle perte de matière imminente. Et qui était liée à l'incendie ou qui préexistait? Non, qui préexistait. Et on le voit d'ailleurs dans cette photographie avant intervention qu'on avait déjà commencé à perdre du décor doré. Donc c'est pour ça que je parle d'urgence. Et là, c'est tout un travail d'injection à la seringue, de consolidant, tout un travail de pression, de chaleur, pour venir retrouver de la stabilité au sein du décor et une forme de pérennité. Et c'était surtout les fonds dorés qui étaient touchés par cette dégradation. Et puis une autre étape qui était très touchante, celle-ci, c'était la reconstitution de certains décors manquants. Ça nous a amené dans un travail de recherche iconographique et historique qui nous ont permis de retrouver des gravures, par exemple, d'un état de la clôture à une époque. Et je pense notamment, là devant vous, vous avez la Seine, et le haut de la cruche de la Seine a été en fait reconstitué. Par une gravure, on a pu avoir vraiment la forme du col exact, ce qui nous permet de rester fidèle à l'original. Parce qu'il était abîmé, en fait. On avait perdu, oui. Il y a eu des morceaux comme ça de la clôture au fil du temps, de l'histoire, qu'on avait complètement perdu. Et en parlant justement donc, des noces de Cana, vous avez l'état avant, ça vous permet de vous rendre compte qu'il y a eu aussi un travail de réintégration au niveau des doigts du Christ. Et quoi de plus fidèle que pouvoir se... Là, on s'est moulé à l'original en se basant sur les doigts du Christ de la Seine, parce qu'on a une facture complètement similaire entre les scènes, bien évidemment, de la clôture. Et donc, bien évidemment, en repositionnant, en ajustant, je dirais, le moulage, on a pu... répliquer les droits. Exactement. Donc là, c'était assez touchant parce qu'on avait l'impression de faire un petit bond dans l'histoire en pouvant redonner comme ça une lisibilité au décor. Et dans ce moulage, on retrouvait même les petites rides des doigts qui étaient sculptées à l'époque médiévale. Et ça, c'était une partie assez touchante de la restauration. 3 moments, je dirais, clés parmi tant d'autres, vous vous doutez, mais qui ont permis de retrouver une harmonie, une pérennité et une lisibilité à la clôture du chœur. Et avec Maud, on voit la variété des métiers d'art et des métiers du patrimoine qui ont été à l'œuvre sur cette restauration. Après les maçons, tailleurs de pierre, après les charpentiers, eh bien, on a maintenant des véritables métiers d'art. On peut parler d'intelligence de la main. Et nous allons rencontrer une restauratrice de peinture. Dans les catégories de métiers d'art, nous avons des restauratrices de peinture qui ont fait un travail extraordinaire. Parce que dans le déambulatoire du chœur, on trouve des chapelles qui ont reçu un très beau décor peint au temps de Viollet-le-Duc, au XIXe siècle. Et ce décor peint s'était encrassé au fil des années. Et au moment de l'incendie, il devenait vraiment invisible, indiscernable. Et cette restauration a permis, en dépoussiérant ces décors, de leur redonner toutes leurs couleurs. Décors peints vont être une redécouverte de la cathédrale réouverte. Ah, ça c'est... Et là, dans chaque chapelle, il a fait intervenir des artistes différents sur la base d'un vocabulaire général.
les voûtes étoilées, les colonnettes qui sont très colorées. On le voyait plus. Tout ça a été gris, quasiment masqué par l'encrassement de décennies de manque d'entretien. Et nous allons rencontrer une restauratrice de peinture dans la chapelle Saint-Marcel, qui est l'une des plus belles chapelles de cet ensemble de chapelles peintes du chœur. Bonjour Marie. Bonjour, je vais vous parler un petit peu de la peinture murale. Donc on a été en charge de nettoyer la peinture murale. Donc là on est dans la chapelle Saint-Marcel, qui est une chapelle triple, qui est très emblématique de ce que fait le Viollet-le-Duc. Donc vous avez un décor de Viollet-le-Duc qui concerne les voûtes, les colonnes. Et là vous avez une peinture de Théodore Maillot qui représente la vie de Saint-Marcel, puisqu'on est dans la chapelle Saint-Marcel. Donc 3 registres, Saint-Marcel en gloire. Ça c'est les reliques de Saint-Marcel qui sont ramenées dans la ville, et 4 saints. Voilà. Et là, vous avez une illustration, oui. Donc, si vous voulez, vous avez un contraste entre la finesse de ce travail qui met en valeur le décor et le décor qui met en valeur le travail, un petit peu dans les deux sens. Et là, c'est une photo qui vous montre un petit peu l'état des peintures quand on est arrivé sur le chantier. C'est vraiment 150 ans de crasse accumulée voilà, depuis les années. Et puis il y a eu des chauffages au fioul, des chauffages pas très adaptés, les bougies. Donc c'est vraiment 150 ans de... En fin de compte, c'est un encrassement qui date de l'époque du Viollet-le-Duc. Voilà. Et nous, quand on est arrivé, quand on a vu cette noirceur, on ne pouvait même pas imaginer la couleur qu'il y avait dessous. Donc vous voyez, avant, après. Alors, on a travaillé avec des gels de tension actifs. C'est-à-dire c'est des gels qui dissouent la crasse, sans attaquer la peinture originale. Voilà. Et là, il faut que vraiment les gens comprennent bien que tout ça, c'est Viollet-le-Duc. C'est vraiment les couleurs de Viollet-le-Duc, la gamme de Viollet-le-Duc. Et c'est des couleurs qu'on a trouvées après le nettoyage. On n'a fait vraiment que du nettoyage. Alors là où il y avait des petites lacunes, on a remis un petit peu de couleur au niveau des lacunes. L'originalité de Viollet-le-Duc, c'est sa gamme colorée. Voilà, on est très impressionné par cette harmonie de couleurs. Par exemple, vous voyez l'autel, vous avez un rose, un bleu, voilà, c'est assez impressionnant. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et la grande surprise de notre travail, c'est qu'on s'est rendu compte que toutes les chapelles étaient différentes. Vous n'avez jamais 2 fois le même motif, 2 fois la même gamme colorée, 2 fois les mêmes frises. Donc ça a été vraiment une belle surprise. Et vous m'avez souvent dit, Marie, que vous n'avez pas repeint les couleurs. En fait, sous la crasse, vous avez trouvé la vivacité de ces couleurs qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Même si c'est très impressionnant, il faut que les gens comprennent bien que ce n'est que du nettoyage. Voilà, que ce n'est vraiment... Et aussi, ce dont je voulais parler, c'est donc la coactivité de, justement, par exemple, dans cette chapelle, on a travaillé tous ensemble, les restaurateurs de sculpture, de vitraux, la ferronnerie, nos collègues restaurateurs de peinture de chevalet. Donc c'est vraiment un ensemble et une coactivité en permanence, parce qu'on a tout restauré en même temps, quoi. Donc comme on le voit ici, cette restauration n'a pas seulement réparé les dégâts de l'incendie, elle a permis de redonner tout son lieu et d'aller au-delà que simplement les dégâts de l'incendie. Exactement. Et là, bon, on a passé des années avec des échafaudages. Là, depuis 6 mois, on n'a plus d'échafaudage, donc on peut apprécier l'ensemble du travail. Oui. Ouais, enfin, vous voyez les autres. C'est de la peinture ou c'est de la feuille d'or? Non, c'est tout en feuille d'or. C'est de la feuille d'or. Les clés de voûte là étaient en parfait état. Et de temps en temps, on a des petits raccords à faire. Non, vraiment de la feuille d'or. Vous êtes très fiers. C'est gentil, merci. Vous êtes de quelle région? Sud-Ouest, Toulouse. Oui, c'est ça. J'ai une petite pointe. Merci. Donc, tout au long du déambulatoire, on découvre un espace qu'on n'avait jamais imaginé, avec la cohabitation de la pierre nettoyée et de la couleur des chapelles. Et nous passons maintenant devant la chapelle axiale, où nous allons trouver le nouveau reliquaire de la couronne d'épines, que va nous présenter Monseigneur Ulrich. Voilà. Impressionnant. C'est impressionnant. Le beau travail de Sylvain Dubuisson. Donc, l'idée de Sylvain Dubuisson, c'est de magnifier la couronne, qui est une couronne de douleur et de dérision, en couronne de gloire. Ça correspond tout à fait à l'intention notamment des évangélistes et de Saint Jean, par exemple, pour qui la croix du Christ est aussi le moment de sa gloire. Voilà. Sa souffrance est le moment de sa gloire, le don de sa vie et la grande révélation de ce qu'il est, le Fils de Dieu. Et donc, Saint Dubuisson a voulu donc magnifier la couronne de souffrance que l'on verra dans cet oculus, qui ne sera pas là en permanence derrière dans l'oculus. Il y a d'ailleurs un volet qui se ferme à des moments où elle n'est pas là et où elle est protégée.
Et donc, elle sera donc offerte à la vénération des fidèles quand elle sera là. Sylvain Dubuisson a voulu qu'on puisse toucher le reliquaire, comme à Lourdes, les pèlerins touchent le rocher. Voilà. Et il a pensé qu'aujourd'hui, c'était quelque chose de très important. C'est pour ça que les cabochons qu'il a faits sont des cabochons il y en a 396. Il en a réalisé 600 pour en garder 396. Il a voulu que ce soit des cabochons très solides. C'est un verre poli. Oui, c'est un verre taillé à la main. Taillé à la main, voilà. Doré au fond. Cet entourage de bois derrière, c'est du cèdre. Donc vous voyez que les ouvertures sont assez fines vers le bas, mais plus grandes vers le haut pour laisser la lumière des vitraux passer. Et à l'intérieur de chacune de ces ouvertures, il y a des épines, 360, des épines en laiton par lesquelles il a voulu rappeler que c'est la couronne d'épines, parce que quand on la voit, il n'y a plus d'épines dessus. Voilà. Parce que les épines ont été distribuées comme des reliques pendant les siècles passés. Voilà. Alors, j'ai reçu il y a quelques jours une demande d'un recteur de pèlerinage qui me demandait une épine. J'étais obligé de lui dire qu'il n'y en avait plus. Voilà. Et voilà, et donc je pense que là, on a là un monument à la hauteur de l'objet qu'il contient. Hein. Voilà. C'est cette propriété acquise par le roi Saint-Louis, hein, et qui est restée à la Sainte-Chapelle. Elle avait là un reliquaire extraordinaire avec la Sainte-Chapelle. Le désir de l'archevêque était vraiment que ce reliquaire soit... Le précédent était beaucoup plus petit, que ce reliquaire soit monumental à la hauteur de la cathédrale et à la dimension de la couronne d'épines. Donc, je trouve très réussi. Alors, c'est pour ça qu'en effet, il y aura une cérémonie particulière pour l'accueillir de nouveau, comme on a accueilli la Vierge Marie. C'est un panneau fixe. Hein. Oui, c'est un panneau fixe. C'est un panneau fixe. Il y a juste un volet qui sera fermé les moments où la couronne ne sera pas visible. Voilà. Il a soigné aussi la couleur du bleu au fond, ce bleu royal. Oui. Voilà. Entre bleu royal et bleu clin presque. Oui. Derrière la croix. Et alors on voit très bien la croix. Je trouve que cette croix est une évidence. Se dire qu'elle a été mise en 89, en 90 94, la croix de Marc Couturier. Marc Couturier, voilà. Marc Couturier à la demande du cardinal Lustiger pour donner le sens aussi de la Pietà qui est derrière. Nous poursuivons, Monsieur le Président, la déambulation dans le déambulatoire du chœur, où nous avons d'autres chapelles avec d'autres artistes. Alors là, on a des vitraux magnifiques. Hein. Des vitraux figuratifs, mais qui sont également du 19e siècle. Ils sont faits avant Viollet-le-Duc, ceux-ci? Non, ceux-ci ont été créés à l'époque de la restauration de Viollet-le-Duc. Ah, d'accord. Donc ici, on est dans la partie la plus sacrée de la cathédrale, donc on a placé des vitraux figuratifs. On a un vitrail figuratif dans les chapelles sud de la nef, puisqu'on le conserve dans le cadre de la commande de vitraux contemporains, qui est en cours d'analyse. Donc, nous avons ici un crucifix qui date du 19e siècle et pour lequel les charpentiers de Notre-Dame de Paris ont taillé cette croix dans le bois des chênes qui ont permis de reconstruire la charpente. Le crucifix du baptême du prince impérial, qui était autrefois à l'entrée de la sortie de la cathédrale, et qui a été replacé ici, dans cette chapelle, qui sera un lieu de dévotion particulier, après être passé justement par le reliquaire de la couronne d'épines. Nous allons maintenant évoquer avec l'architecte Pascal Prunet, qui a été en charge de la reconstruction, de la restauration de toutes les voûtes de la cathédrale, et Clara Bayer, qui est maçonne tailleuse de pierre. Vous étiez combien au total dans l'entreprise Chevalier? Très nombreux. On a été jusqu'à 100 personnes sans compagnons de notre équipe qui ont travaillé, œuvré à un instant T. Et en dessous, on a eu jusqu'à 200 compagnons qui sont
venus, selon les typologies de travaux qu'on a réalisés, puisqu'on a réalisé énormément de travaux avec les équipes Chevalier. Pour commencer, il a fallu dépolluer la cathédrale. Au début, avec l'incendie, il y a un nuage d'oxyde de plomb qui s'est déposé sur l'ensemble des parois. Donc la première tâche, ça a été de faire chuter ce taux pour permettre aux compagnons, aux salariés des entreprises de travailler, aux architectes aussi, dans des conditions qui étaient correctes, c'est-à-dire pas comme des cosmonautes, travailler normalement. Et pour ça, il a fallu regarder comment on enlevait ce plomb. On a été très aidé par le laboratoire de recherche des monuments historiques qui n'est pas là, mais avec lequel on a fait toute une série de tests sur des parois. C'était dans la chapelle Saint-Éloi, la première chapelle sud de la nef, qu'on a appelé des codes-barres. En fait, c'était après une première aspiration, THE de très haute efficacité, qui permettait déjà de faire chuter ces taux de plomb. Il en restait quand même pas mal. On était encore à plusieurs milliers, parfois plusieurs dizaines de milliers de microgrammes par mètre carré. Et il fallait être au-dessous de 1000. Et donc, c'est pas nous qui avons trouvé ces moyens, c'est le LRMH. Ils sont venus avec du latex. Clara va vous raconter son histoire. Ah oui, je me souviens de ça. Avec des compresses. Et ça, on est fin 2019, début 2020. On est l'automne 2019, l'hiver 2019. Et donc, on a strié les voûtes et on a vu qu'avec le latex, on descendait très au-dessous de 1000 microgrammes. Et heureusement, avec un latex qui n'était pas adjuvanté, parce qu'on a des latex adjuvantés qui permettent d'augmenter l'efficacité. Et on ne voulait pas laisser de sel, laisser de produits chimiques qui auraient pu créer des réactions physico-chimiques délétères plus tardivement. Donc ce latex, après, on a étendu, on a développé sur une plus grande surface, et on a vu que ça nettoyait. Et là, on a découvert le thème d'aujourd'hui, qui nous a été confié par Clara, qui est la blondeur de la pierre. Donc on en reparlera peut-être après. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'effectivement, on retrouvait une couleur de la pierre qui était probablement proche de celle telle qu'elle était quand on l'avait mise en œuvre dans la cathédrale. Et c'est la couleur de la pierre d'Île-de-France qui est superbe, qui n'est pas blanche, ou rouge comme à Strasbourg, ou dorée comme à Metz, ou noir comme noir comme à Clermont, avec le basalte. Donc ici, on a cette pierre qui est douce, en fait, qui a une couleur très douce, qui a une texture très, très fine, parfois pour les pierres dures avec des fossiles. Mais bon, cette pierre, ça nous donnait la lecture de toutes les lignes de l'architecture de la cathédrale. Et après, ça nous a permis de découvrir autre chose, mais je vais laisser Clara parler. Mais enfin, on a fait ces tests pour préparer un protocole qui puisse être utilisé dans le cadre des appels d'offres d'entreprise. Donc c'était quand même tout ce protocole, depuis le latex, l'ouverture des joints, l'aspiration, etc., dans l'ordre, je le dis un peu dans le désordre, jusqu'à la réfection des joints, au traitement des parements, pour unifier les parties neuves, anciennes, les joints qu'on avait conservés, parce qu'on n'a évidemment pas tout enlevé, et sans compter des opérations complexes, parce qu'il y avait des sels, il y avait de l'humidité, enfin surtout dans les voûtes du vaisseau. Donc il y a eu un travail constamment fait en parallèle avec le laboratoire de Champs-sur-Marne, avec nous, pour tester, comprendre comment évoluait l'humidité, les sels, dépolluer, pas seulement le plomb, mais aussi ce qui détruisait la pierre, et la réparer. Et après, on a donné le travail. Alors quand on est arrivé, donc, on a dans un premier temps aspiré pour enlever tout ce qui était poussière volatile, tout ce qui pouvait rester sur la main, et ensuite on est venu appliquer le latex. Le latex, c'est génial, parce que donc, quand on le projette, enfin on peut le projeter en phase aqueuse, c'est blanchâtre, et surtout donc ça vient épouser toute la pierre, ça vient rentrer à l'intérieur des pores de la pierre. Ça vient en fait rentrer dans toutes les petites aspérités de la pierre et capter le plomb, mais aussi l'encrassement. Donc en fait, on le projette, il épouse toute la pierre, il rentre à l'intérieur de ses pores, on le laisse sécher, il jaunit, et ensuite on l'arrache comme une seconde peau, et donc là on a récupéré le plomb et aussi tout l'encrassement de 800 ans d'histoire pour recouvrir, sans dommage, sans altérer. Exactement. Quand on a commencé nos travaux à Notre-Dame en latex, on a commencé par la nef, on est parti du haut et on est redescendu. On est redescendu dans le vaisseau central, on est redescendu dans les tribunes, et quand on est arrivé au niveau des tribunes, notre latex qui était jaune, il a commencé à devenir orangeâtre par endroits.
Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'il se passe? Deuxième réunion de chantier, je vous laisse imaginer. Et donc les taches orangées sont en fait devenues des dessins. On a des trèfles qui sont apparus sur les colonnes qu'on voit ici. On a des arabesques. Des souvenirs de peinture. Des vestiges de peinture, mais pas n'importe lesquels. On a retrouvé en fait les décors peints qui ont été faits de manière éphémère par Viollet-le-Duc pour le baptême du fils de Napoléon III. Ces estampages, donc on les retrouve ici. La mémoire de la pierre. Exactement. On est toujours entre passé et présent. Et Notre-Dame, c'est un peu ça de toute manière. On est entre ancien et modernité, on est sur de la transmission. Et c'est aussi ça, les entreprises, c'est aussi ça le compagnonnage, c'est de transmettre nos savoirs pour pouvoir toujours restaurer. Et donc là, en fait, ce que vous voyez, c'est un morceau de latex qui a imprimé ce décor peint. On retrouve en fait donc une arabesque qu'on avait dans les tableaux des baies, dans les parties droites des tribunes, et qui est restée non pas imprimée sur la pierre, mais seulement sur le latex. Et ça, comme un négatif qui révèle... Qui révèle justement ce décor peint, qui retransmet de manière éphémère, qui reproduit de manière éphémère ce décor qui à l'origine était pensé de manière éphémère. Donc voilà, exactement. Voilà. Ça, c'est la blondeur de la cathédrale. Oh là là. Et finalement, cette blondeur de la pierre, elle accroche doucement la lumière. Et le fait d'avoir réintégré tous les joints avec la même couleur, ça donne la part de l'architecture révélée. Et en fait, on a l'espace qui se révèle, parce que tout était noir, on ne voyait plus rien. Tout était absorbé par le noir, alors que la lumière révèle l'espace. Ne levez pas le regard. Voilà. Et en fait, elle révèle vraiment cette cathédrale qui est pour moi, c'est une forêt de pierre. C'est la forêt gothique, pétrifiée, imaginée, abstraite, recréée par les architectes, avec ces nervures qui montent jusqu'à la canopée de la voûte, un peu comme une préfiguration du jardin d'Éden, d'une certaine façon. Et je pense qu'il y a un fort sens symbolique dans cette arborescence gothique qui est vraiment la grande beauté de cette architecture. Et ici, elle est particulièrement mise en valeur par la couleur de la pierre, c'est certain. C'est comme pour les décors peints, en nettoyant les poussières de l'incendie, on est allé bien au-delà et on a en fait restitué à cette architecture toute sa lisibilité et sa beauté. Nous allons maintenant dans le plus fastueux, le plus sacré de la cathédrale, le sanctuaire du cœur. On est dans un espace incroyable de beauté et d'harmonie. Et par très grande chance, les voûtes ont tenu ici. Et comme les voûtes ont tenu, ce mobilier est pour l'essentiel celui qui existait avant l'incendie, mais transfiguré par les restaurations et les nettoyages. Nous allons rencontrer une restauratrice de sculpture, un autre de ces métiers d'art incroyables. Nous allons éviter de marcher sur la mosaïque de marbre, qui est un chef-d'œuvre patrimonial de cette cathédrale. Oui. Il a fait vraiment des belles choses. Qui a été nettoyée, il y a eu quelques lacunes à combler. Et elle date du 18e ? Elle date de la construction du vœu de Louis XIII, c'est-à-dire début du XVIIIe siècle. C'est-à-dire c'est l'époque où il y a eu des grandes transformations. Voilà. Nathalie Prua, qui a été en charge de la restauration du vœu de Louis XIII. Alors le vœu de Louis XIII, l'ensemble du vœu de Louis XIII, donc en remerciement de la venue d'un héritier, enfin tant attendu, donc avec son épouse Anne d'Autriche. Louis XIII fait un vœu et donc décide de dédier son royaume à Notre-Dame. Et donc c'est pas lui qui demandera au sculpteur de se représenter, mais c'est son fils, donc à la fin de son règne, qui commencera en fait à faire sculpter par Nicolas Coustou la Pietà. Donc la Pietà, donc l'ensemble du vœu, on a la Pietà, on a Louis XIII, Louis XIV et les anges de la Passion, avec les instruments de la Passion dans les mains, qui sont en bronze patiné. Le marbre, il s'agit d'un marbre de Carrare, un marbre blanc. Alors, mon travail a consisté en un nettoyage. Pour la petite anecdote, j'avais travaillé sur cette Pietà et sur cet ensemble 4 mois avant l'incendie. Donc en fait, j'ai recommencé, donc je le connaissais bien, enfin un monument que je connais.
Et donc il était quand même... Alors, il avait été restauré, mais avec l'incendie, on avait beaucoup de suie et des coulures de plomb. Alors, les coulures de plomb sont venues des trous des vents de la voûte, et donc on coulait, comme vous pouvez le voir, dans la main du Christ. Et en fait, on avait une énorme coulure qui était placée sur le manteau et sur la robe de la Vierge. Donc en fait, d'un commun accord avec l'architecte en chef, on a décidé de garder en fait le plomb qui était dans la main. Voilà, puisqu'il était stable, on va dire, il tenait, il ne va pas tomber, il ne s'effritait pas. Par contre, le plomb qui était sur la robe était sur des parties qui étaient lisses et non poreuses, et donc se clivaient facilement, et donc voilà, on a décidé de le supprimer. Mais vous avez gardé une mémoire de l'incendie. On a gardé cette mémoire de l'incendie. Voilà. Probablement par un petit trou. On avait quelques petits trous dans la voûte, mais la voûte, par chance, a tenu, car sinon les dégâts ici auraient été irrémédiables et irrattrapables. Ça aurait été un drame patrimonial absolu. Dans le travail de Guillaume Bardet, donc, il y avait une commande aussi pour un tabernacle, pour compléter le dispositif mobilier de la liturgie. Et donc il a conçu, alors sur une forme cette fois-ci différente, non plus cette forme évasée de l'autel et du baptistère, cette armoire avec donc cette forme typique d'église et fermée, voilà, le long de la croix, de l'élément central et vertical de la croix, et qui s'ouvre, les deux battants s'ouvrent complètement, et à l'intérieur, donc, on a un ciboire que Guillaume a dessiné, un ciboire tout à fait sur un pied, une sphère, voilà, dans laquelle on conservera. Il est en quoi? Alors, c'est aussi du bronze. C'est incroyable, on dirait presque du bois. Oui. C'est la patine de Guillaume Bardet. C'est les traces qui donnent cet effet. Et puis donc il est en bronze polymiroir. Polymiroir aussi, comme le baptistère. Comme le baptistère, voilà. Et donc il y a cette lumière traditionnelle qui est là devant, qui indique donc la présence réelle du Seigneur là, dans cet endroit. Et ce lieu donc, sera le lieu de prière et il y aura là des lieux, des places, des chaises pour permettre la prière silencieuse des fidèles qui voudront venir là pendant les temps de visite, entrer par les deux portes qui sont là et venir là dans le silence. Alors le silence, il y aura du brouhaha autour, mais quand même ce sera un lieu de silence pour la prière. Voilà. Et ici, l'ensemble du mobilier d'art a été nettoyé, restauré, comme les grilles qui ont été nettoyées, qui ont retrouvé leur dorure. Nous allons maintenant nous approcher des stalles et nous tourner vers le chœur. Les stalles ont bien sûr fait l'objet de tout ce qui a été ici nettoyé. Elles ont été restaurées, des lacunes ont été comblées. Et Christian Lutz va nous parler de la restauration du grand orgue. Alors, le grand orgue a été programmé vers la fin, ce qui ne veut pas dire que ce soit la cerise sur le gâteau de la restauration. D'autant qu'il aurait été inimaginable de rouvrir la cathédrale sans remettre en état le grand orgue, puisqu'il est une sorte de voix de la cathédrale, un miroir sonore de l'architecture visible. Et en tant que technicien conseil pour les orgues auprès des monuments historiques, j'ai été de ceux qui, une semaine après l'incendie, ont été appelés à monter à la tribune pour faire un premier constat de l'état de l'instrument. Et c'est un grand souvenir de la joie qu'on a eue à ce moment-là de voir que le grand orgue était intact. Alors certes, il était rempli de poussière, on a appris plus tard que c'était de la poussière de plomb, mais enfin il était intact, il n'avait pas brûlé, il n'avait pas fondu sous la chaleur de l'incendie, il n'avait pas été inondé par les pompiers, et il aurait pu redémarrer instantanément si on avait remis le courant électrique. À ce moment-là, on ne se rendait pas du tout compte que ça allait nous prendre 5 ans, parce que en fait, pour nettoyer chacun des quelques 8000 tuyaux qu'il y a dans cet instrument, il a fallu en fait pratiquement tout démonter. Donc ne sont restés en place que les grands tuyaux de façade, ce qu'on voit depuis la nef,
qui sont en étain presque pur, qui sont très fragiles. Il y a aussi des grands tuyaux en bois qui sont alignés au fond de l'instrument, qui sont difficilement démontables. Le buffet lui-même, donc le meuble, l'enveloppe qui contient l'instrument. Et puis, il y a 4 grands soufflets aussi qui sont restés en place, donc qui sont des sortes de réservoirs d'air sous pression qui va faire sonner l'instrument. Mais tout le reste a été sorti de la cathédrale et transporté dans 3 ateliers du sud de la France, donc en Corrèze, dans l'Hérault et dans le Vaucluse, où là, ils ont été entièrement nettoyés, tous ces éléments ont été nettoyés. Et on en a aussi profité pour restaurer en fait des éléments qui, à partir du moment où ils étaient en atelier, autant en profiter pour les restaurer, notamment les sommiers qui sont des pièces de bois qui sont très importantes parce que ce sont celles sur lesquelles sont posés les tuyaux et qui permettent de faire sonner le bon tuyau au bon moment. Et donc ces sommiers probablement ont été restaurés dans 30 voire 50 ans et là on a profité de l'occasion pour les remettre en parfait état pour les 2 ou 3 générations suivantes en tout cas. Alors évidemment la phase délicate après ça, ça a été le remontage. Ouais. Puisque c'était un grand chantier dans un immense chantier par ailleurs. Et surtout pour la phase de ce qu'on appelle l'harmonisation et l'accord. L'harmonisation, c'est en fait le réglage de chaque tuyau en intensité et en timbre. Et l'accord, évidemment, c'est de le rendre juste par rapport à ses voisins. Et normalement, ça doit se faire dans le plus grand silence, sans courant d'air, sans poussière. Et évidemment, dans un grand chantier de cathédrale, il y a du bruit, beaucoup de bruit, des courants d'air, de la poussière. Donc ça veut dire que les facteurs d'orgue ont dû s'adapter à ces conditions très difficiles, notamment en travaillant en partie de nuit, parce que là on retrouvait enfin le silence de la cathédrale et on pouvait travailler avec toute la concentration voulue. Donc les travaux d'harmonisation ont commencé au printemps, à peu près à Pâques de cette année. Et à l'époque, il y avait encore le grand échafaudage, donc il y avait à peu près la moitié de la cathédrale qui était rouverte du point de vue acoustique. Et donc on avait 3 secondes de réverbération, alors qu'actuellement on en a 6 à 7. 6 à 7 secondes. Oui, oui. Enfin, il faudra voir quand il y aura les chaises, ça va peut-être encore un petit peu. Ce sera le 7 au soir, quand vous faites le réveil. On verra quand la cathédrale sera archi pleine. Voilà, aussi. Les organistes nous ont dit à quel point ils étaient soulagés de retrouver la réverbération et la sonorité à laquelle ils étaient habitués une fois qu'on a déposé. Parce que c'est 6-7 secondes vides. Mais avec 1000, il y aura 1200, 1300 personnes, 1500 oui, personnes. Là, on aura... C'est un petit peu absorbé par les vêtements et tout ça. Mais malgré tout... c'est 5 secondes. Oui, ça reste. Et ça fait partie aussi du son. Parce qu'effectivement, quand il y avait que 3 secondes, les organistes étaient assez inquiets. Ils disaient, oui, mais on ne retrouve pas nos souvenirs. Est-ce qu'on va retrouver vraiment l'instrument? Alors que maintenant, je pense qu'on peut dire, enfin, on verra la semaine prochaine lors de l'éveil de l'orgue, on pourra vraiment entendre l'orgue tel qu'il sonnait. Qu'est-ce qu'il a d'unique, cet orgue, pour vous? C'est déjà un résumé de l'histoire de l'orgue français. Il y a des tuyaux du XVIIe siècle, du XVIIIe, du XIXe, du XXe et du XXIe siècle. Et ça a toujours été les meilleurs facteurs d'orgue français qui ont été appelés à travailler là. Et donc c'est un petit peu un résumé, un condensé de toute l'histoire de l'orgue français. C'est soit le plus grand, soit l'un des 2 ou 3 plus grands de France. C'est le plus grand, oui, de France. Oui, voilà. Avec ses 110 jeux et 115 jeux et 8000 tuyaux. Voilà. Et ça a contribué à cet état d'esprit incroyable de ce chantier que d'avoir l'orgue en fin de journée qui retentissait et qui accompagnait le travail de la fin de journée des compagnons. Ça a été un des moments assez exceptionnels pendant plusieurs mois. Bien, Mesdames, Messieurs les ministres, Messieurs les préfets, Madame la maire, Madame la présidente, Monseigneur Ulrich, Monseigneur Rubado-Dumois, Monseigneur Chauvet, Messeigneurs, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Monsieur le Président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame, Mesdames, Messieurs, chers compagnons et chers amis, je suis très heureux d'être parmi vous. Merci d'être là aussi, Monsieur le maire. C'est pour nous tous, je crois pouvoir le dire, une immense émotion de nous retrouver ici même, dans notre cathédrale, quelques jours avant le 7 et le 8 décembre, Monseigneur, et de le faire à l'endroit même où, il y a 5 ans,
la nef abritait un véritable champ de ruines. On se souvient tous du plomb qui tombait, de ce véritable drame à ciel ouvert, de ce que la France avait vécu, ce que les Parisiennes, les Parisiens avaient vécu, ce que les catholiques du France, du monde entier avaient vécu. La planète a été bouleversée ce jour-là, ce fameux jour d'avril. Le choc de la réouverture sera, je crois, et je veux le croire, aussi fort que celui de l'incendie. Mais ce sera un choc d'espérance. Parce que vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui avez œuvré. Et cette métamorphose, c'est en effet à vous que nous la devons. Vous avez été les alchimistes du chantier et vous avez transformé le charbon en art, si je puis dire. Le brasier de Notre-Dame était une blessure nationale et vous avez été son remède. Par la volonté, par le travail, par l'engagement. Je veux ici remercier chacune et chacun. Remercier d'abord nos sapeurs-pompiers de Paris pour leur courage. Ils se sont jetés dans un brasier titanesque, comme on en invente à peine dans les cauchemars, et ils nous ont donné cette nuit un exemple de grandeur, de courage, de sacrifice. Et je crois qu'on est plusieurs à se souvenir ici, sous le commandement du général Gallet, du courage de nos sapeurs-pompiers, les plus jeunes parcourant, prenant le risque, décidant de la part du feu, malheureusement, mais préservant notre cathédrale, qu'ils en soient infiniment remerciés. Ils ont commencé à la bâtir dès ce jour-là, dès cette minute. Et puis il y a eu cet immense élan de solidarité qui a traversé le monde entier, à travers 150 pays. 340 000 mécènes et donateurs. 340 000. Plusieurs sont ici présents, en particulier en entreprise, et je veux vous en remercier avec beaucoup de chaleur. Et c'est votre générosité qui a permis, en effet, de reconstruire Notre-Dame du monde entier, des familles françaises, des entrepreneurs, du premier euro à des centaines de millions d'euros. Vous vous êtes mobilisés. Et je reconnais ici beaucoup de visages qui sont à nos côtés aujourd'hui pour dire votre amour de Notre-Dame, ce qu'elle représente pour le pays, ce qu'elle a d'universel pour la nation, et je veux très sincèrement vous en remercier. Montrant que Notre-Dame est l'âme de notre pays, qu'elle appartient aux chrétiens, mais aussi à tous les Français, qu'elle appartient à la France, au fond, au monde entier. Elle est plus grande que nous. La Fondation Notre-Dame, la Fondation du patrimoine, la Fondation de France, le Centre des monuments nationaux ont su collecter ces dons, et je les en remercie très sincèrement. Et pour que pas un centime ne soit perdu, que tout aille à l'établissement public rebâtir Notre-Dame, pour les travaux achevés comme pour tous ceux qui se poursuivront après 2025. Et je veux remercier le professionnalisme de toute cette équipe. Et puis vous avez été l'antidote à l'abattement par l'énergie avec laquelle vous vous êtes attaqué au chantier, par l'enthousiasme avec lequel vous avez répondu à ce défi. Oui, en avril 2019, nous avons décidé que cela prendrait 5 ans. Alors c'est vrai, parfois, on nous a beaucoup dit au début que ça ne serait pas possible, que c'était fou, que c'était arbitraire, qu'on allait mal faire. Mais au fond, derrière cet objectif simple, il y a eu une agrégation de toutes les volontés. Et vous l'avez fait. Vous avez réussi ce qu'on pensait impossible. Alors, il y a eu d'abord l'établissement public et ses équipes. Et au moment où je vous parle, évidemment, il y avait une personnalité forte, un chef, et ce fut le général Georgelin. Et pour nous tous, de 2019 à 2023, il a été le visage et la voix du chantier. Et je pense tout particulièrement, et c'est à lui que je voudrais dédier ce moment, si vous m'y autorisez, à vos côtés, parce qu'il aurait dû être avec nous. Je crois qu'il aurait été fier et heureux, qu'il vous aurait chacun salué par votre nom, votre prénom, comme à son habitude, avec cette voix de stentor.
Mais l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris a serré les rangs dans son entier à la fin de l'été 2023 sous la houlette de Philippe Jost. Et je veux le remercier très sincèrement. Vous pouvez être extrêmement fiers du travail que vous avez fait, vous, toutes les équipes de l'établissement public. Et vous avez été à la hauteur de la mémoire du général. Merci à tous. Vous pouvez être fiers d'une maîtrise d'ouvrage unique. Et puis il y a une maîtrise d'œuvre extraordinaire avec nos architectes, monuments historiques, les équipes, évidemment Philippe Villeneuve, là dès avant le premier jour et qui continuera de l'être après, qui a cette cathédrale dans la peau, si je puis m'exprimer ainsi. Et avec Rémi Fromont, Pascal Prunet, toutes leurs équipes là aussi, les bureaux d'études, les architectes, les ingénieurs, les laboratoires, vous avez mené un travail remarquable, inédit. Je veux vous remercier très sincèrement pour votre engagement, la passion avec laquelle vous accueillez chacun, avec laquelle vous avez mené ces travaux jour et nuit durant cette période. Soyez-en infiniment remerciés. La ville de Paris, Madame la maire, Monsieur le maire qui est là et toutes les équipes avec lesquelles la coordination a été extraordinaire pour les travaux au jour le jour, y compris pour les abords, on l'a vu tout à l'heure avec Basmet. La préfecture de police qui a fait un travail remarquable jusqu'à ces dernières heures pour autoriser la réouverture et les tests de sécurité avec, là aussi, un travail invisible mais immense qui a été fait. La préfecture d'Île-de-France, Monsieur le préfet de région, soyez remercié, qui n'a pas ménagé ses efforts pour solutionner tous les problèmes réglementaires, le plomb et tant d'autres quand ils sont apparus. Évidemment, le ministère de la Culture, Madame la Ministre, la DRAC d'Île-de-France et beaucoup de vos services qui ont été d'une efficacité remarquable. Le ministère a eu la lourde charge, entre autres, de restaurer les tableaux, les objets d'art du Trésor, d'assurer le contrôle scientifique et technique des travaux et des fouilles par le biais de la DRAC. Et ça a été une mobilisation de chaque instant. Et je veux que toutes les équipes du ministère de la Culture qui y ont contribué soient ici remerciées. Et puis, beaucoup de ministères qui ont contribué dans leurs compétences à ce chantier. Et puis, Monseigneur, les équipes du diocèse de Paris et de la cathédrale ont été extraordinaires. Et je veux même, Monsieur le Recteur, Monseigneur, vous remercier évidemment pour la coopération extraordinaire, pour les artistes que vous avez choisis. Et on l'a vu tout à l'heure avec le travail de M. Bardet et de M. Dubuisson. Mais le travail de tous les artistes, ces ateliers d'art, les éclairagistes, les designers, les ingénieurs du son, pour le nouvel aménagement liturgique et l'accueil des fidèles et des visiteurs. Il y a eu un travail artistique collectif, une ingénierie là aussi que vous avez su faire, et cette coopération fructueuse doit beaucoup à l'esprit de dialogue qui a d'abord été impulsé par Monseigneur Aupetit et Monseigneur Chauvet, puis par évidemment Monseigneur Ulrich et Monseigneur Ribado-Dumas. Soyez-en infiniment remerciés. Et avec elles, toutes les équipes. Nous savons, vous toutes et tous qui êtes là, tout ce que nous vous devons. Il y a 2000 femmes et hommes qui ont passé leur jour et leur nuit sur ce chantier. Et vous avez fait de ce défi une réalité. Vous avez repris une chaîne des temps qui vous précédait de plus de 8 siècles, celle des compagnons du Moyen-Âge, avec leur passion du beau, du bienfait, de la soif d'effort et de dépassement d'eux-mêmes. Et en vous inscrivant dans cette chaîne des temps, dans cette chaîne des femmes et des hommes, vous avez permis cette espérance que j'évoquais tout à l'heure. Vous l'avez prolongée. Et chacun de vous est un maillon de cette chaîne séculaire, de ce chantier collectif. Au fond, vous nous avez fait redécouvrir que cette cathédrale était déjà un trésor de femmes et d'hommes qui s'y étaient succédés, y avaient parfois sacrifié leur vie. Et vous vous êtes inscrits dans ce cortège. Et ça, plus personne ne vous l'enlèvera. Vous avez démontré, faisant de ce chantier, au fond, la métaphore de la vie de la nation, que chaque femme, chaque homme est nécessaire. Et vous avez tous eu un rôle, mis une pierre, accompli une tâche sans laquelle l'ensemble de ce qui a été fait aurait été rendu impossible.
chacun selon vos talents. Ceux qui ont assuré l'organisation, l'aide au pilotage, la planification, la coordination, la sécurité et la protection du chantier, la logistique, chacun de ces métiers fut indispensable, car c'est une chorégraphie que très peu peuvent soupçonner à l'extérieur que vous avez réalisée durant toutes ces années. Pas une seconde de perdue. Ceux qui ensuite se sont chargés des installations du chantier, les échafaudeurs, les grutiers, les cordistes, les personnes chargées de l'entretien des locaux, de la restauration collective, de la sûreté, de la sécurité incendie du chantier, des installations techniques, des sites de stockage. Le square Jean 23, grâce à vous tous, est devenu un vrai village. Et sous les tilleuls où on se retrouvait, où on échangeait, où on prenait des nouvelles les uns des autres, avec là aussi une forme de famille qui s'est mise à exister durant toutes ces années. Et je n'oublie pas que pendant tout ce temps, il y a eu ce bal que je revois encore, de ces voltigeurs de l'art et de la restauration, et qu'on a fait ici le plus grand échafaudage d'Europe. Une forme de chrysalide magnifique qui était au-dessus de Paris, d'où est ressortie notre flèche. Je n'oublie pas aussi les professionnels de l'installation technique et électrique, ingénieurs, électriciens, spécialistes de la sécurité incendie, de l'alimentation en énergie, des fluides, des éclairages. Vous avez redonné en quelque sorte le système sanguin à cette cathédrale, vous avez permis de l'irriguer à nouveau. Et puis, il y a le bois, le métal, la pierre. Oui, merci à tous ceux qui ont fait revivre la forêt. Avec ce bois de chêne vert magnifique fourni par l'ONF et par de nombreux particuliers de tous nos territoires, du nord au sud, de la Normandie aux Pyrénées, avec des mécènes exceptionnels, 2000 chênes sont passés entre les mains des forestiers. Et je veux remercier infiniment, là aussi, à tous ceux qui ont permis au bois de France d'être là et de rebâtir la cathédrale. 2000 chênes, imaginez-vous. Des forestiers, des scieurs, des équarrisseurs, des charpentiers, des taillandiers qui les ont fait vivre, qui ont retrouvé des savoir-faire que parfois le XXe siècle avait perdus, comme cet art très ancien de l'équarrissage manuel, en recréant avec des taillandiers des outils qui sont des perfections d'ingéniosité humaine. Des menuisiers d'art, des parqueteurs, des restaurateurs de marqueterie qui ont travaillé le bois à l'intérieur de la cathédrale. Nous étions tout à l'heure perdus dans cette forêt qui a permis ensuite de poser à nouveau la flèche. Mais le travail qui avait été fait là est incroyable. Et il retisse l'histoire, au fond, de notre cathédrale du XIIIe siècle au XIXe par ses restaurations successives. Merci à tous ceux qui ont restauré, façonné et fait obéir en quelque sorte le métal sous toutes ses facettes. Couvreurs, couvreurs ornementistes, fondeurs, ferronneries d'art, serruriers, dinandiers, patineurs, lustriers. Merci aux artisans de la pierre. Regardez. Pour tous ceux qui redécouvrent aujourd'hui la cathédrale, nous nous retrouvons, on l'évoquait à l'instant, sous la blondeur de cette pierre qu'au fond nos yeux n'avaient jamais vue. C'est grâce à vous, aux maçons, aux tailleurs de pierre, carriers, sculpteurs, restaurateurs de sculptures, restaurateurs de pierres qui ont rendu à Notre-Dame cette blondeur de ces pierres, l'expressivité de ces gargouilles, plus effrayante encore que nature, dans cette pierre puisée dans la chair même de notre pays, dans les carrières de Picardie. Merci aux restauratrices et restaurateurs de peinture qui ont fait revivre les couleurs extraordinaires, en particulier celle de Viollet-le-Duc, sous presque 2 siècles de poussière. Merci aux maîtres verriers qui ont préservé l'éclat exceptionnel des vitraux. Merci aux facteurs d'orgue et campanistes qui ont rendu sa voix à la cathédrale, et nous l'entendrons bientôt résonner à nouveau, sous vos instructions, Monseigneur, le 7 décembre. Et je n'oublie pas, bien entendu, tous les archéologues épaulés par l'Institut national de recherche archéologique préventive qui ont plongé dans les secrets de Notre-Dame, qui ont rappelé son histoire, qui ont dévoilé de nouveaux pans, de nouveaux occupants même, avec ces statues de Jubé assoupies sous le pavement et ce cavalier qu'on dit être du Bellay. Merci aux chercheurs,
aux membres du CNRS, à toutes les institutions partenaires, conservateurs, régisseurs d'art, et merci encore à tous ceux que je ne pourrais pas nommer, mais qui ont participé de cet élan collectif. Oui, on n'avait jamais vu un tel chantier. Vous avez toutes et tous participé au chantier du siècle. Un chantier école, un chantier modèle, où se résout à ce point par le dialogue, la bonne volonté, les efforts de chacun, alors même que les délais étaient serrés et la pression, je le sais, immense. Notre-Dame fut, durant ces 5 années, le chantier du jamais vu. 250 entreprises sont là et se sont succédées. Des indépendants, des TPE, des PME, des grands groupes. Et vous avez tous ensemble, parfois, vous me l'avez rappelé encore tout à l'heure, aboli les différences qu'il y avait, la compétition que vous vous livriez parfois sur d'autres chantiers pour ensemble œuvrer à rebâtir Notre-Dame. Avec un impératif de durabilité, de qualité, vous avez fait au fond de l'exceptionnel votre ordinaire. Et c'est pour cela que nous voulions vous dire merci aujourd'hui. Vous avez fait de la France tout entière un chantier. Car si beaucoup ici ont travaillé sur place, je n'oublie pas aussi qu'au fin fond de chacun de vos ateliers, dans vos entreprises, depuis les scieries de Vendée jusqu'aux ateliers de montage de Moselle, de tant et tant d'endroits de France, vous avez contribué à ce chantier. Il flottait un esprit de fraternité unique, et je veux croire, je veux qu'il demeure et qu'il perdure, car c'est celui qui nous tient. Vous étiez une grande famille durant ces 5 années, avec ses joies, ses moments de fierté comme aujourd'hui et ses douleurs. Je l'évoquais avec le départ du général, et puis je n'oublie aucun, et en particulier celui de l'un de ses fidèles soldats, si je puis dire, vous le connaissiez tous, Asdin Edna, l'échafaudeur de Notre-Dame, qui s'entendait si bien avec le général. Au fond, vous avez montré au monde que rien ne résiste à l'audace, à la volonté, au travail et à cette espérance. Vous nous avez appris à relever les yeux pour voir cette flèche, la flèche de Notre-Dame, à relever les yeux pour redécouvrir notre cathédrale de l'intérieur. Et pour tout cela, la reconnaissance de notre pays est immense. Cette reconnaissance, un diplôme que la ministre a préparé vous sera remis et ira à chaque compagnon, chaque personne, chaque main qui a participé à ce chantier. C'est aujourd'hui un moment émouvant pour nous tous. Monseigneur, nous allons vous rendre la cathédrale et c'est une joie. Et vous allez pouvoir réaccueillir les fidèles et le monde entier. Mais c'est pour moi, avec vous, la dernière visite de chantier. Et durant ces années, n'oubliez jamais que vous avez réparé, que vous avez contribué à réinventer, que vous avez aimé ce lieu et que vous l'avez rebâti. N'oubliez jamais que durant ces 5 années de votre vie, vous avez sans doute partagé tous ensemble le plus beau chantier du siècle. Et n'oubliez jamais vous et vos familles, à qui je veux dire le même merci, car je sais les sacrifices à vos côtés qu'elles ont consentis, que vous avez tenu cette promesse de rebâtir Notre-Dame. En 5 ans, vous l'avez fait. Et que c'est une fierté immense pour la nation tout entière. Je vous en suis infiniment reconnaissant. La France vous en est infiniment reconnaissante. Vous avez rebâti Notre-Dame en 5 ans. Grâce à vous. Alors merci.